Bonjour, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre des lives RH du réseau Annie RH. Tous les mardis, midi 15, on s'intéresse à différents outils, différentes réalités du monde des ressources humaines, toujours dans la grande quête de se donner des pistes pratico-pratiques, voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment, de mieux, d'une façon plus moderne de réfléchir. Aujourd'hui, on s'intéresse à la gestion du changement. En fait, on s'intéresse aux stratégies de changement. On va essayer de sortir un petit peu de la boîte traditionnelle et on reçoit Sophie Morfeau. Bonjour, bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Bonjour Annie, merci pour l'invitation. Alors Sophie, tu es présidente de IDN Conseil. C'est ton champ d'expertise, tout ce qui est la gestion du changement, mais plus encore les stratégies de changement, puisque tu réfléchis à des façons différentes d'aborder le truc. Alors, Sophie, ma première question pour toi veut savoir, on t'entend souvent nous dire que quand c'est du traditionnel, un petit peu d'une boîte qui est un peu vouée à l'échec, alors qu'il y a des façons alternatives de faire les choses, j'aimerais t'entendre. Comment tu vois ça, les stratégies de changement? Oui, ben, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, la gestion de changement est souvent abordée en mode projet. Donc, ça veut dire qu'on va démarrer la gestion de changement avec l'avènement d'un projet. Mais quand on travaille de cette façon-là, souvent, on tombe dans des pièges. Alors, moi, ce que je propose, c'est de sortir de ces pièges-là pour voir pas non seulement un projet, mais plusieurs projets en même temps déjà. Et là, on atteint beaucoup plus la stratégie d'entreprise parce que, c'est ça ce que je dis souvent, c'est que la gestion du changement relève beaucoup plus de la stratégie d'entreprise que d'une activité de projet. Parce qu'un projet, et donc ça va atteindre un groupe de personnes, mais il faut savoir que les groupes de personnes n'ont pas un seul projet qui arrive dans leur cours. Après, les changements sont multiples et à travers l'organisation. Donc, il faut voir ça comme un ensemble de changements et non pas comme un projet qui arrive dans l'équipe. Donc, ça, c'est comme une des façons de voir l'évolution de la gestion du changement, donc beaucoup plus vers un domaine stratégique. Mais on peut aussi voir la gestion de changement comme une compétence qu'on doit développer. Puis là, tout le monde devrait développer cette compétence-là parce que, en fait, quelque part, aujourd'hui, qui qu'on soit dans l'organisation, on doit, un, apprendre à changer tout le temps, et de deux, on doit aider les autres à changer. Et ça, c'est des compétences pour soi-même qu'on a développées, puis c'est des compétences pour aider les autres à changer. Alors, cette compétence de gestion du changement, elle doit se développer au fur et à mesure dans l'entreprise, donc sortir un peu de ces activités de projet qu'on fait. Alors, c'est pour ça que je parle de stratégie. Alors, dis-nous, Sophie, qu'est-ce que quelqu'un peut voir? Bon, ce qu'on voit quand c'est du traditionnel, l'approche projet, on connaît assez bien. Qu'est-ce qu'il y a de différent quand c'est plus au niveau de la stratégie de changement? Qu'est-ce qu'on va observer qui va différer? Mais en fait, ce qu'on va observer, c'est une mobilisation en fait plus grande de la part des équipes. Dans le sens où, tu sais, quand on travaille, en fait, la plupart du temps, quand on travaille en gestion de changement, notre objectif, c'est d'aller faire adhérer les gens à quelque chose. Bon, mais faire adhérer les gens à quelque chose, en partant, c'est un peu une formule d'échec, parce que si on doit faire adhérer les gens, ça veut dire nécessairement qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe, ou ils n'ont pas forcément compris ce qui se passe, si on doit les faire adhérer. Donc, on a un travail d'argumentation à faire derrière, ou un travail un travail de convaincre, en fait, les gens à travers ça. Or, en fait, ce qui est intéressant à faire, c'est justement de ne pas, de sortir de là pour aller en fait, pour penser le changement avec les gens plutôt que d'essayer de les faire adhérer. L'idée, ça serait plutôt de les mobiliser à travers le processus plutôt que de les faire adhérer à quelque chose. Puis mobiliser à travers le processus, ça veut dire que là, la façon dont on pense les choses, c'est qu'il faut que dès qu'on a l'idée de changer, on travaille sur la mobilisation, on travaille dès le début à mobiliser les gens au travers du changement, c'est-à-dire qu'il faut penser le changement avec les gens. Donc là, on est beaucoup, quand on fait de la stratégie, quand on pense la gestion de changement comme une stratégie d'entreprise, nécessairement, on va opérer les projets en fonction des changements et non l'inverse. C'est un peu renverser une perspective que de faire ça. Et du coup, d'imaginer comment les gens vont recevoir le changement. Ça va être quoi les impacts? C'est d'avoir une analyse préalable à tout ce qui va se passer dans l'entreprise si on met une série de projets en cours dans l'organisation. Comment les gens vont recevoir le changement? Et donc, prévoir ces projets-là en fonction de la gestion du changement. C'est un peu ça l'idée qu'il y a à travers la stratégie d'entreprise du changement.
Et Sophie, c'est intéressant aussi quand tu nous parles de quand met ça en opposition avec le traditionnel, que lorsque nous sommes dans une formule plus traditionnelle, donc gestion de projet ici, là, que c'est un peu voué à l'échec, notamment parce qu'il n'y a pas de flexibilité après. Je te laisse nous mettre ça dans tes mots. Oui, en fait, on est un peu coincé en mode projet parce qu'en mode projet, tout est un peu déjà décidé par les équipes projet ou par les équipes de gestion, dans le sens où nécessairement on a nos délais, on a nos coûts, on a nos objectifs, puis on travaille tout ça. Puis après, une fois qu'on est prêt à déployer, c'est là qu'on va démarrer de la gestion de changement pour faire adhérer nos gens. Mais là, notre problème, c'est qu'on est un peu coincé dans une boîte. Ce qui fait que au moment où on va déployer, on va aller récupérer des préoccupations, on va écouter les gens, et on va dire, ah tiens, il y a des choses qui sont sorties de là qu'on n'avait pas forcément vues, mais là, on ne peut plus rien changer au projet parce qu'il est déjà tout canné le projet. Fait que là, du coup, on est coincé dans une boîte. Puis là, c'est ça le problème de la gestion de projet, de la gestion de changement associée à la gestion de projet. C'est qu'on n'a pas la capacité d'influencer le projet. Et les équipes de gestion non plus. En fait, c'est compliqué, en fait, après, d'aller gérer les préoccupations quand tout est déjà décidé. Donc, on est coincé. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler bien en amont, puis penser ces projets ou ces changements dès le début avec les gens. Donc là, il y a des façons de faire pour aller chercher le pouls au fur et à mesure, faire des itérations, écouter, prendre en compte les points de vue et les perspectives des employés. Il y a des façons d'aller faire ça tout au long du projet, plutôt que de canner son projet, d'attendre que ça soit prêt et ensuite de déployer. Hey Sophie, donc on comprend, le traditionnel fonctionne, disons, ça tourne carré un peu, il n'y a pas de flexibilité au niveau des projets, on est dans des approches traditionnelles, on essaie de convaincre les gens de leur passer dans la gorge un peu de force. On dit, on n'est pas voué à des succès systématiques dans cette formule-là. Donc, je reviens plus à une approche centrée sur les stratégies de changement, donc vraiment plus stratégique, de l'imbriquer dans le quotidien de l'organisation. Alors, là, quand on va vouloir faire ça, Sophie, dans les premières questions qu'on va se demander, mais qu'est-ce que je communique? Qu'est-ce que je ne communique pas? Quand je communique? Là, on se parle de transparence. Quand est-ce que je fais preuve de transparence? Comment tout ça, ça s'imbrique? J'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est quelque part, la communication, c'est tout le temps et dès le début. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à pas oser communiquer, c'est parce qu'on a peur de créer des attentes, puis nos choses sont pas prêtes, donc du coup, on communique pas. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, nécessairement, ça crée des préoccupations et ça peut générer des rumeurs parce que le vide est rapidement comblé. Les gens, s'ils n'ont pas d'informations, ils savent bien qu'il se passe des choses, donc ils vont créer leurs propres interprétations qui peuvent être erronées. Donc en fait, ne pas communiquer, c'est pire dans le sens où ça peut créer des mauvaises interprétations ou des rumeurs. Donc là, quand on travaille, quand on veut faire une bonne gestion de changement, la meilleure façon, c'est de communiquer dès le début. Puis c'est d'être transparent dans le sens où, on peut aller expliquer qu'est-ce qu'on sait. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, par exemple, on a appliqué telle personne dans le changement, dans le projet. On sait ce qui va changer. On connaît nos principaux jalons. On connaît notre calendrier. On connaît la solution parce qu'on a déjà choisi la solution. Par contre, on peut aussi communiquer ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas nos changements. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va changer chez vous. On ne sait pas. On n'a pas compris ça encore. Parce que ça se comprend petit à petit, qu'est-ce qui change. Là, on ne sait jamais blanc ou noir, puis on le découvre. C'est comme une exploration. Ça, on ne le sait pas au début. On peut le dire qu'on ne le sait pas. Ça rassure les gens. OK, ils font ça, mais ils ne savent pas tout. C'est correct. On peut expliquer qu'il y a des tas d'angles morts qu'on prévoit, mais qu'on n'est pas sûr que ça va arriver. On peut le nommer parce que comme ça, les gens peuvent être alertes comme ça sur « OK, là, il peut arriver ça, puis ils le savent, puis c'est pas si grave, on va s'organiser ensemble. » Et le fait, en fait, d'être transparent, ça permet de montrer que, je veux dire, on est tous humains, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout savoir. Puis au contraire, il y a des choses qu'on ne sait pas, on va aller travailler, les construire ensemble. Donc, ça, c'est ça. Fait qu'il vaut mieux communiquer dès le début, un peu tout le temps, plutôt que de ne rien dire. Sophie, tu passes ton temps professionnel avec des entreprises et des changements. C'est ta carrière. Parle-nous des erreurs que tu vois des gens commettre, puis parle-nous des bons coups que tu vois les entreprises faire. Les coups de cœur là, pour la fin de l'année. Ouais, les erreurs,
Les erreurs, c'est souvent ça, qu'on n'ose pas communiquer, hein. On attend que ça soit prêt, puis là, du coup, c'est comme trop tard quand on communique finalement. Ça, c'est une erreur qu'on fait quand même tout le temps. L'autre erreur que je vois souvent, c'est qu'on ne prend pas le temps en équipe de gestion, par exemple, ou en équipe projet, de s'aligner sur les messages qu'on va diffuser. C'est-à-dire que, tu sais, souvent, tu sais, on part, tu sais, on dit, oh, ben, on a tel projet à présenter, on se fait des slides, puis on part avec ça, puis chacun dans son secteur va aller communiquer ses slides. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'assurer que notre équipe qui va communiquer, qu'elle soit de gestion, de projet, peu importe, ben, elle a bien compris la même chose de la vision du projet, des impacts, de éventuellement ce qui va changer si on a deviné déjà des choses. Tu sais, on n'a pas les mêmes façons de comprendre des choses selon aussi qui on est, notre environnement, etc. Donc là, on n'a pas pris le temps de s'aligner, ce qui fait qu'après, les gens vont aller communiquer des choses à travers l'organisation qui peuvent être différentes. Ça peut être, donc il peut y avoir différents types de communication, puis ça peut créer de la dissonance à l'intérieur de l'organisation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais qu'on gagnerait à faire, justement parce que ça permettrait d'avoir une compréhension commune pour les gens, puis de gérer un peu plus, enfin, de minimiser les rumeurs, ou en tout cas à travers l'organisation, si on s'alignait dès le début. Et ça, Sophie, quand tu le fais, tu proposes de le faire sous forme d'atelier avec les parties, les différents, que ce soit des gestionnaires, comme tu disais, ou l'équipe projet? Ben, ça peut être fait de différentes façons, mais effectivement, moi, ce que je propose souvent, c'est des ateliers de travail. Puis, ce n'est pas des gros ateliers, hein, c'est des ateliers selon la grosseur de l'équipe, 1 à 2 heures ou 3 heures. Ça dépend, c'est quoi la grosseur du projet ou de l'équipe. Puis là, on prend le temps de comprendre la même chose, effectivement. On se parle. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de générer des conversations entre les gens qui ne se produisent pas si on ne les provoque pas. Donc, par des ateliers de travail, on provoque des conversations pour générer des discussions et pour s'entendre, en fait, sur une façon de communiquer, pour qu'en sortant de la rencontre, tout le monde sait c'est quoi la façon de communiquer uniforme, en fait, à travers l'organisation. Puis c'est surtout que les gens, ils auront compris tous la même chose. Mais ça peut aussi se produire à travers des conversations d'équipe. On n'est pas obligé d'en faire des ateliers de travail. Il y a plusieurs façons de s'aligner. Des fois, rien que le fait que si on est toutes les deux gestionnaires, exemple, dans une entreprise, je peux juste venir te voir, Annie, et puis te dire, écoute, moi, je comprends telle affaire de telle vision, puis nos équipes, comme elles travaillent ensemble, ben, j'aimerais ça savoir, toi, tu en as compris quoi? Tu penses que ça va changer quoi chez toi? Tu penses que ça va être reçu comment chez toi? Puis moi, je te partage aussi mes choses, ce qui fait que là, déjà, avec la conversation, il y a un alignement qui commence à se produire. Ça peut être aussi simple que ça en partant. Fait que ça, c'est comme en termes de bonnes pratiques puis d'erreurs, mais c'est si on veut aller justement dans les soulignements de bons coups, là. Il y a quelque chose que je vois, que j'ai déjà vu et qui devrait justement se faire de plus en plus, c'est de fournir aux équipes de gestion les messages clés. C'est une fois qu'on est aligné, une fois qu'on est sûr de ce qu'on dit, ben, on peut fournir des guides de communication aux gestionnaires. Tu sais, une fiche de com qui te dit, tu la reçois en tant que gestionnaire, tu dis, OK, aujourd'hui, ça, c'est ça que vous devez savoir. C'est ça que vous devez communiquer à vos équipes. Puis c'est ça que vous devez aller chercher auprès de vos équipes. Puis là, à chaque fois, ces points-là, genre, sont tout le temps là sur cette fiche. Puis c'est une fiche mensuelle, par exemple. Chaque mois ou chaque semaine, ça dépend si tu es en période de transformation, période de changement, ça, je ne sais pas. On définit la périodicité selon la pertinence. Mais là, chaque fois, le gestionnaire sait qu'est-ce qu'il doit faire, en fait, par rapport aux communications. Et ça, j'ai déjà vu ça. Il y avait même des indicateurs qui étaient rattachés à ça, c'était bon. Et j'aime beaucoup cette façon de faire parce que moi, ça guide. Moi, ce que j'adore dans ce que tu nommes, Sophie, c'est l'idée de l'information que vous devez aller chercher auprès des équipes. C'est que le plan de com, c'est pas juste qu'est-ce qu'on pousse, c'est qu'est-ce qu'on retire, qu'est-ce qu'on veut savoir, comment les équipes reçoivent ça, quels risques elles anticipent, quelles problématiques, quels défis, quelles craintes ça génère pour eux. Exact. Oui, c'est vraiment des bonnes idées. Alors, Sophie, tu nous dis, regardons ce qu'on va appeler la gestion de changement, bien qu'on préfère le mot la stratégie de changement, d'un regard différent. Impliquons les gens plus tôt, même quand on ne sait pas encore, pour avoir plus de dialogue, d'échange, de communication, d'interpeller les gens de façon à les mobiliser dans le changement au lieu de leur pousser dans la gorge dans une approche plus traditionnelle. Sophie, quand tu discutes avec des gens, quels sont les freins, quelles sont les craintes que les entreprises ont à s'aligner sur une approche plus stratégique comme celle-là? Ben, elles voient ça gros, donc comme elles voient ça gros, ça leur fait peur.
Alors, on préfère faire des petites actions. Mais en fait, justement, c'est que c'est pas parce qu'on pense stratégie qu'on peut pas faire des petites actions. C'est ça ce que je dis, moi. C'est que c'est pas parce que je dis qu'il faut en faire une stratégie d'entreprise que ça va prendre un énorme plan. Non, j'aime pas ça, les gros plans. Je pense pas que ce soit une bonne chose d'en faire. On a déjà des plans stratégiques qui existent. Et d'ailleurs, les plans stratégiques, ça aussi, c'est la stratégie d'entreprise. Puis tes plans stratégiques, eux, ils devraient considérer c'est quoi le changement à travers et pas forcément faire une liste d'épicerie de projets que tu veux faire. Donc, en fait, c'est comme, en fait, là, quand je parle de stratégie d'entreprise, c'est beaucoup plus une mentalité, une culture, tu sais, des petits pas que tu fais à chaque fois que tu travailles sur ton changement. Quand tu crées ton projet, ben, pense que c'est au moment où tu le crées que tu dois impliquer tes gens, puis que tu dois aller chercher le pouls, puis chercher les perspectives de tes experts sur ton terrain. Si tu commences par faire ça, tu en fais un peu de la stratégie. Si le jour où tu fais ton plan stratégique, tu penses changement, c'est planifier tes changements plutôt que planifier tes projets. Déjà, ça peut te donner une perspective intéressante sur ton plan stratégique. Si tu commences à dire, OK, ben moi, ce que je veux, c'est que tous les gens, ils arrivent à s'aider les uns les autres dans le changement, ben, c'est du développement de compétences. Comment je fais pour aller développer les compétences de mes personnes à travers mon organisation? Fait que ça peut être des petits pas, c'est pas forcément un gros plan à faire. Fait que c'est comme ça que je les rassure parce que je pense pas que les gros plans, justement, complexes résolvent quoi que ce soit dans une entreprise. Sophie, j'aime beaucoup notre échange aujourd'hui parce qu'on sait que les changements s'accélèrent et s'accentuent, s'amplifient dans nos organisations. Et ça, c'était avant l'arrivée très massive de l'intelligence artificielle. On sait qu'en 2023, l'intelligence artificielle a fait son apparition dans nos organisations, mais on sait aussi que ça va s'intensifier dans les prochaines années. Alors, les projets vont se multiplier, les changements aussi. Je sais, j'ai souvent échangé avec des gens qui disaient, déjà, les gens avaient de la difficulté à s'adapter au rythme des changements à l'époque. Et là, s'il y en a encore plus souvent, comment on va faire pour y adhérer? Je trouve que tu offres une solution à cette idée en disant, là, on ne peut pas faire plus la même chose. On ne peut pas gérer le double, le triple de projets que ce que nous faisons présentement de la même façon que nous le faisons dans une approche plus traditionnelle. Si c'était déjà difficile avec un tiers des projets, ce ne sera pas des meilleurs résultats quand on va faire x3 de la même affaire. Alors, ce que tu nous dis, c'est pensons-le différemment, acceptons de prendre des risques et d'annoncer des choses que nous ne savons pas encore, peut-être des choses qui changeront dans le temps, impliquons les gens beaucoup plus tôt. Cesser de le voir en gestion de projet, de le voir en gestion de changement. Et ainsi, quand on va le voir d'une façon beaucoup plus stratégique, on va l'intégrer mieux dans nos opérations. Est-ce que ça vient ta pensée, Sophie? Absolument. Puis tu as touché le point de la saturation qui est chère à mon cœur, là, justement. Fait que là, on est beaucoup dans des entreprises saturées. En fait, c'est une surcharge mentale auprès des employés avec l'ensemble des changements qui déboulent tout le temps et qui ne sont pas nécessairement planifiés en plus. Donc oui, ça touche à un bon point. Puis quelque part, j'aimerais ça qu'on réduise cette urgence-là, puis qu'on choisisse les bons changements à mettre en place dans l'organisation. Puis ça prend des choix à un moment donné, parce que justement, dans la multitude de changements qui existent, faisons des choix éclairés, puis faisons-les dans un ordre précis. Parce que là, on est vraiment en ce moment dans une culture d'urgence, dans notre civilisation, où tout est urgent, on fait tout le temps, parce que vite, il faut avancer. Mais là, c'est un peu les machines qui nous poussent là, à travers ça. L'informatique va vite, donc ça nous pousse vers des choses que nous, humains, on n'est pas forcément capables d'aller aussi vite que ça. Ralentissons, nous, humains, laissons les machines travailler pour nous, mais nous, choisissons les bonnes choses à faire pour nous au bon moment, puis prenons le temps d'aimer vivre dans nos entreprises plutôt que de surcharger de listes de tâches. Et du coup, surcharger de listes de tâches, ça ne nous permet pas ça ne nous permet pas d'être mobilisés à travers les changements parce qu'on n'a pas la place mentale pour ça. On n'a pas la place non plus pour créer, pour être créatif, pour innover. La place n'existe pas si on est saturé de changements. Donc là, tu as touché ce point-là qui est cher à mon cœur aussi dans ta phrase. Alors, donc, Sophie, on rappelle que tu es présidente fondatrice de IDN Conseil. Tu te spécialises en stratégie d'entreprise. Ça nous faisait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Nous sommes rencontrés dans le cadre des lives du réseau Annie RH, nos dîners RH, où nous réfléchissons ensemble sur des idées ressources humaines. Alors, merci tout le monde, puis bonne journée. Merci beaucoup, Annie, pour cette invitation. Bonne journée à tous.